Donc Christophe Baudouin va lui aussi illustrer des développements technologiques importants. Je pense qu'il va aussi avoir l'occasion d'expliquer que l'innovation technologique doit aussi trouver un modèle économique. Et c'est pas un gros mot aujourd'hui de le dire. Il faut savoir à quel moment il est possible d'utiliser une innovation technologique en routine. Mais au moins, il a eu l'opportunité de tester, de valider, d'éprouver ce qu'il va pouvoir vous décrire. Donc Christophe est professeur à l'Université d'Ersin-Saint-Quentin, il est chef de service à l'hôpital des 15-20 et à l'hôpital, à la PHP aussi, à Ambroise Paré. Il est directeur d'une équipe à l'Institut de la Vision et il est président de la commission médicale d'établissement parmi de très nombreuses fonctions que je vais voir son CV pour les connaître. Merci Christophe. Merci José, chers collègues, bonjour. Je suis très heureux de partager ce petit moment pour parler de technologie et de technologie chirurgicale et de montrer notre obsession technologique progressive depuis les années que José a mentionné, qui a été rappelé ensuite. Et puis je remercie ceux qui ont parlé avant moi de me fournir quelques transitions assez adéquates. L'œil est un organe rond, je pense que tout le monde l'aura vérifié. Noble, nous en sommes convaincus. Je rajouterai également très fragile et donc extrêmement réactif à tout traumatisme. Et toute l'obsession chirurgicale depuis l'histoire de la chirurgie en ophtalmologie a consisté à essayer de réduire le traumatisme chirurgical. Et la réduction de ce traumatisme chirurgical passe avant tout, en tout cas dans notre domaine, par la réduction de la taille des incisions, par la miniaturisation des technologies et donc par la délivrance d'énergie la plus faible possible pour obtenir le but souhaité. On l'a vu pour la cornée, les technologies par laser ont apporté énormément par rapport à des technologies mécaniques ou semi-mécaniques qui ont été tour à tour abandonnées. Et on va le retrouver des aides et des apports techniques extrêmement sophistiqués. Je voudrais associer à cette communication deux de mes PH, puisque nous avons été assez pionniers dans ce domaine des lasers femtosecondes dans la chirurgie de la cataracte, puisque cette technologie est arrivée en 2012. Elle est arrivée au 15-20 quasiment instantanément, en même temps que les premières machines déployées en Europe. Et c'est un partenariat, et pour répondre à la question des relations avec l'industrie, qui est une question très pertinente, vous voyez, je n'ai pas eu le temps entre votre question et ma communication de rajouter cette phrase, je l'avais déjà anticipé, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Mais nous avons un partenariat très actif, en ce sens que depuis de nombreuses années, bien avant 2012, nous avions pris l'habitude de développer au 15-20 des séances de chirurgie en direct qui permettaient de montrer la plus haute technologie. Ce qui fait que nous avons maintenant 2 fois par an un grand événement dans lequel les industriels sont un peu comme on peut le voir dans certains salons technologiques dans d'autres domaines, l'habitude de venir, de nous faire de considérer que nous sommes un peu des chirurgiens d'essai et que développer la technique chirurgicale avec la technique technologique présentait un grand intérêt. Ça nous a forgé une expérience considérable et ça nous a permis par exemple d'être les seuls, et je peux dire c'est les seuls au monde, à avoir eu entre les mains les 5 technologies de ces machines femtolaser qui existent. Alors nous en avons acheté une parce que nous avons les moyens en 15-20, mais nous avons cette habitude et nous pouvons réellement parler peut-être plus que beaucoup d'autres de ce qui existe sur le plan technologique. Et ça nous donne également une certaine indépendance, il ne faut pas dire une indépendance certaine à laquelle nous tenons absolument. Il est amusant de dire, je voudrais rappeler un petit élément historique, la grande rupture en matière de chirurgie de la cataracte a eu lieu à la fin des années 80, plus précisément fin des années 70, mais il a fallu attendre la fin des années 80, pour que la chirurgie de la cataracte par petite incision, c'est-à-dire par phacoémulsification, c'est-à-dire par pulvérisation, par vibration ultrasonique du cristallin, permette de passer d'une incision qui était de la taille du cristallin, si vous voulez sortir un tissu, un organe, vous êtes bien obligé de faire une incision de la taille de ce que vous voulez extraire, et là, par l'émulsification, la pulvérisation du matériel, il devenait techniquement possible de pouvoir bénéficier de petites incisions autour de 3 mm. Alors c'était les ultrasons. Quelques journalistes avaient malencontreusement dit que c'était la chirurgie au laser. Donc les patients, pendant une dizaine d'années, dans les années 90, nous disaient, pour être sûr qu'on les opérait avec la technique moderne, ils nous disaient, vous opérez bien avec le laser. Alors on leur expliquait, non, c'est des ultrasons. Et puis, un certain nombre d'entre nous, y compris moi, au bout de quelques années de lassitude, disaient, oui, c'est bien ça. Donc on faisait une espèce de pieux mensonge en disant, oui, c'est la nouvelle technologie. C'est ça qu'on voulait dire. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, le laser est revenu. Et le laser revient, mais il revient non pas comme
un substitut aux ultrasons, mais comme un complément, c'est ce que je vais vous expliquer. La cataracte, ça a été dit dans la discussion par Laurent il y a quelques minutes, est associée à un double paradoxe. Première cause de cécité dans le monde, et en même temps première chirurgie réalisée dans le monde. Et effectivement, cette chirurgie permet de lever un certain nombre de malvoyances, pour ne pas dire de cécité, qui peuvent être complètes, et les techniques n'ont fait qu'évoluer. Évidemment, par rapport à l'époque où les chirurgies d'abaissement, qui remontent à l'Antiquité, où une aiguille permettait de faire luxer le cristallin pour dégager l'axe optique, jusqu'à l'extraction par Daviel au XVIIe siècle du cristallin, mais par une grande incision, puis les développements techniques qui ont contribué à l'implantologie, c'est-à-dire remplacer l'absence de lentilles à visée optique pour pour placer une lentille qui, elle, résulte des progrès technologiques du développement des polymères, en particulier à la suite avec des découvertes à la suite de traumatismes post-plaie chirurgicale pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont abouti à des progrès d'implantologie. Les ultrasons sont arrivés, ont permis de toutes petites incisions. On peut aujourd'hui extraire un cristallin par 1 mm, ou plus exactement par 2 fois 1 mm, nous avons besoin de 2 incisions. On peut descendre à 2 fois 1 mm, mais nous sommes limités par la taille de l'implantation. On ne peut pas aujourd'hui passer un implant par une incision plus petite que 1,5, 1,6 mm. Donc nous sommes essentiellement dans des chirurgies au-dessous de 2 mm, qui sont notre standard technologique. Ça, c'est l'actuel qui fonctionne bien, et nous avons en parallèle des développements en marge de la chirurgie qui nous permettent d'améliorer encore la technologie. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui avoir une prédictibilité assez parfaite, ou en tout cas presque parfaite, du résultat visuel, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, nous pouvons calculer la puissance de la lentille que nous allons introduire dans un œil de manière à corriger les aberrations ou les anomalies optiques qui existent. Alors on peut en corriger plus ou moins facilement un certain nombre. On a évoqué avec les multifocaux quelques petits défauts éventuellement pour la correction à la fois de loin et de près, mais on peut corriger des astigmatismes, de la myopie, de l'hypermétropie. Pour augmenter la prédictibilité du geste, nous bénéficions de systèmes de reconnaissance d'image, par exemple, qui vont nous permettre de savoir exactement où positionner les implants, dans quel axe, pour corriger, par exemple, un astigmatisme. Nous pourrons bénéficier d'une imagerie par OCT, c'est-à-dire des techniques d'imagerie basées sur la lumière, mais avec des reconstructions d'images tout à fait considérables. Et peut-être que Ramin Talayoni, sur la chirurgie de la rétine, vous montrera que l'OCT, l'imagerie, peut s'incruster dans le microscope opératoire pour aider à la chirurgie. Nous le faisons par exemple ici avec un positionnement des axes qui s'inscrit dans le microscope, dans l'optique du microscope opératoire. Et puis nous pouvons avoir une certaine automatisation d'un certain nombre de gestes que nous faisons manuellement, certes très bien, mais que nous pouvons encore plus standardiser avec encore plus de qualité. Il s'agit donc de la technologie au laser femtoseconde. Donc femtoseconde, comme son nom l'indique, c'est 10 puissance moins 15 secondes. En fait, il s'agit plutôt de la centaine de femtosecondes. Donc c'est une petite exagération, mais on est quand même au-dessous de la picoseconde, ce qui est malgré tout quand même très petit. Et lorsque l'énergie, le ratio d'énergie même faible, est produit dans un temps extrêmement court, donc au-dessous des picosecondes, on a des transformations de la matière qui permettent de façonner celle-ci, de la détruire, de rompre les jonctions moléculaires, non pas cellulaires mais bien moléculaires, donc de changer la matière. Et lorsque les ordinateurs guident cette administration de laser femtoseconde en juxtaposant, superposant ou en administrant donc des formes qui peuvent être prédéterminées par la machine, on peut parfaitement redessiner une cornée, on peut également atteindre le cristallin. Le grand intérêt évidemment des lasers, c'est que ça peut traverser des parois transparentes comme la cornée et donc être administré à l'intérieur de l'œil. C'est un des grands apports, un des grands intérêts de cette fenêtre que constitue la cornée sur l'intérieur du monde oculaire. Alors pour ne pas être trop technique non plus, on a 3 grands gestes qui peuvent être standardisés grâce au laser. L'ouverture de la capsule antérieure, car le cristallin est une enveloppe qui contient un matériau qui malheureusement devient opaque et n'a plus ses propriétés optiques. Donc il faut bien ouvrir la capsule antérieure. Il faut ensuite fragmenter le contenu qui devient inutile pour ensuite pouvoir le pulvériser et l'extraire. Et ensuite, on va pouvoir le remplacer par une lentille artificielle. Mais l'incision cornéenne est également la 3e propriété. Si elle est en 3e, c'est parce qu'elle a été développée un petit peu plus tard. 3e propriété que les lasers femtoseconde
permettent d'importer. Il existe 5 machines dans le monde. Je ne vais évidemment pas vous faire un catalogue qui n'aurait aucun intérêt pour vous sur les différentes technologies. Sachez juste que les grands principes reposent sur le fait qu'il y a une imagerie simultanée qui va permettre de délivrer et de calculer les modes d'énergie, la localisation de cette énergie pour obtenir les effets souhaités, qu'il peut y avoir quelques nuances en fonction du type d'imagerie choisie, qu'il peut y avoir également quelques nuances en fonction des programmes et de la rapidité des appareils, mais c'est surtout sur l'ergonomie que les appareillages vont être différenciés. Alors ce sont des gros appareils, on va placer le patient sous le laser, il va y avoir, comme vous le voyez ici, la mise en place d'un système de ventousage, parce qu'évidemment il vaudrait mieux que l'œil ne bouge pas, donc on va ventouser une pièce qui peut varier d'une machine à l'autre. Le laser va venir s'inscrire et venir s'emboîter sur cette pièce, là aussi il peut y avoir des nuances, et ensuite la délivrance, une fois que les deux interfaces sont en contact, enfin, les deux modules sont en contact et que l'interface est stabilisée, on peut à ce moment-là faire agir le laser. Donc voilà en vidéo ce qui se passe. On va avoir déjà des reconnaissances de l'œil qui lui-même est immobilisé par ce système d'aspiration. On va pouvoir centrer tout le système de délivrance qui est préprogrammé. On sait au départ à peu près quel protocole on va utiliser. Donc on va centrer. Ensuite, on va demander au système d'imagerie qui est associé de localiser. Ici, la capsule antérieure. Là, vous avez un déroulé de cette capsule antérieure sous 360 degrés. Et donc, le laser va être administré dans cette bande entre les deux lignes violettes. Et on sait que l'on va changer la matière dans cette zone-là par des microcubes successifs ou juxtaposés, dont vous verrez la forme dans quelques secondes. On va pouvoir également programmer la pulvérisation à l'intérieur du cristallin, programmer les incisions. Alors nous utilisons les incisions qui sont elles-mêmes très travaillées, puisqu'elles sont, on les veut auto-étanches. On veut que la pression interne fasse plaquer les deux volets de l'incision, de manière à ce que nous n'ayons pas de suture à faire. Et voici le laser qui va transformer en un plasma dont le résultat est une espèce de gaz. Chacun des impacts, vous voyez à quelle rapidité la capsule antérieure du cristallin a été pulvérisée. C'est une incision linéaire, circulaire. Voici les incisions radiaires qui sont effectuées au sein même du cristallin et en profondeur, là où il y avait le repérage jaune, ici. On peut faire des cercles, on peut faire des traits, on peut faire des découpes horizontales, des découpes verticales, selon les modalités que l'on veut obtenir. On va pouvoir fragmenter de manière plus ou moins importante. Bien sûr, plus on fragmente, plus ça va demander un peu de temps, mais là vous êtes dans la procédure en direct, c'est-à-dire que le film n'est pas coupé. L'ensemble d'une procédure sur un cristallin, je dirais normal, est de l'ordre d'une cinquantaine de secondes. Là, vous avez le gaz qui commence à apparaître au sein des différentes incisions qui sont pratiquées. L'incision principale qui fait 2 mm de large. La deuxième incision, la contre-incision, qui elle fait 1 mm, et la procédure est terminée. Alors, pour revenir un petit peu sur la question qui a été posée tout à l'heure, le rôle de l'industriel, le rôle du chirurgien. Vous comprenez que des machines avec cette haute technologie ne peuvent pas être développées par même le plus brillant des chirurgiens qui va prendre sa clé à molette dans un coin. Hasard fatosmonde, forcément, il faut des ingénieurs. Mais en même temps, les ingénieurs sont capables de développer ce que je vous montre là, mais les ingénieurs ne sont pas capables de mettre le mode d'emploi chirurgical qui va avec. Et entre les toutes premières procédures et les évolutions successives, ce sont bien les chirurgiens qui ont dit ce que nous devions faire, ce que nous pouvions faire, c'est-à-dire c'est nous qui avons indiqué ce qui était souhaitable, ce qui était améliorable, et qui dictons un peu la procédure chirurgicale. Je ne peux pas résister au plaisir de cette autre machine qui a une autre technologie d'imagerie, qui reconstruit le segmentaire de l'œil avec ce système de rotation. Là, ce n'est pas un système d'OCT, c'est un système de notre type de caméra. C'est assez amusant à voir, mais la suite est absolument identique. Je vous la montre là. Recentrage sur la pupille, travail et imagerie qui permet de savoir exactement où est le cristallin, découpe de la capsule antérieure du cristallin avec ce dégagement de petites bulles de gaz, les fragmentations internes dans le cristallin en profondeur, suivant les abacs tracés au début, et les incisions à la fin. Voici une autre technique. Vous avez en haut ce qui est déterminé. Quand je dis une autre technique, c'est une autre machine. Les mêmes principes, les incisions que l'on place. Alors, vous voyez, il y a des différences selon que l'écran est actif ou pas.
que l'ergonomie du patient se fait sur un type de brancard ou pas. Je ne voulais pas couper. Je voulais juste vous montrer ce qui est programmé par la machine au-dessus. On a programmé les petites découpes en petits cubes. Ce qui arrive quand on enlève le système laser. Vous voyez que c'est d'une reproductibilité absolument extraordinaire. Alors l'aval, c'est-à-dire vraiment le chirurgien derrière, puisque cette technologie prépare à la chirurgie, mais ne la remplace en aucun cas. Eh bien, on a des yeux qui sont souvent assez spectaculaires, avec ces microbules qui donnent cet aspect un peu jaunâtre, c'est assez curieux. Parfois, on a quand même quelques rougeurs, la notution est parfois un peu plus traumatisante qu'un geste manuel. On peut avoir plus ou moins de difficultés à retrouver, par exemple, les incisions. Là, vous voyez les incisions que l'on peut rouvrir assez facilement. La procédure proprement dite va être une procédure très proche de ce que l'on fait habituellement. On retire cette fameuse capsule antérieure et on va libérer le contenu dont on veut se débarrasser de la capsule antérieure et on va ensuite aspirer, pulvériser ces fragments qui sont dans le cristallin. La suite sera simplement l'implantation de la lentille, qui n'est pas mon propos aujourd'hui. J'ai presque fini, juste pour vous montrer ici l'incision programmée, ici l'incision obtenue, c'est-à-dire une pré-incision verticale, une incision, et je vais vous montrer cliniquement ce que ça représente. Le lendemain de l'intervention, une incision à peine visible, quelques jours après, on ne la voit quasiment plus, là aussi. Et en imagerie, on voit très bien que tout est coopté de manière quasi immédiate, sans irrégularité, et on est au lendemain de l'intervention chirurgicale. Pour conclure, il existe un certain nombre de technologies, c'est nous, les chirurgiens, qui indiquons comment nous voulons orienter cette technologie et comment adapter la technique chirurgicale à la technologie elle-même. Malgré tout, et ce sera ma conclusion, c'est une technique que je pourrais qualifier certainement comme une technologie de l'avenir. Je ne suis pas sûr que ce soit une technologie du présent. Elle cherche encore sa place, son ergonomie en particulier. La gestuelle demande plus de temps, demande évidemment des investissements considérables. C'est un coût qui n'est pas forcément très facile à absorber, et certainement pas pour la cataracte, je dirais, du tout venant. Donc c'est quelque chose qui cherche encore un peu sa place. Il y a un schéma d'organisation qui a besoin d'être réinventé. Évidemment, nous voulons que cette technologie puisse bénéficier au plus grand nombre, mais il est certain qu'aujourd'hui, elle reste encore un peu en difficulté, encore en recherche de son mode d'organisation. Mais ça, ce ne sont pas les ingénieurs qui nous le diront, ce sont bien les chirurgiens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui veut poser des questions? Moi, je voudrais poser une question dans la programmation du traitement. Vous intervenez chirurgicalement combien de temps après la machine? Dans les quelques minutes qui suivent. Et ça, c'est un point important parce que une machine, en général, coûte beaucoup d'argent. Donc on va, la plupart du temps, dans un bloc opératoire, mettre une machine à un endroit, faire la technique laser et ensuite déplacer le patient vers la salle opératoire. Parce que sinon, on a vraiment un allongement chirurgical qui est assez pénible. Donc ça fait partie des questions en suspens. Donc en gros, effectivement, le patient passe sous la machine, on administre le traitement et ensuite le temps de le déplacer. Donc ça peut durer entre 5 minutes si ça va très vite et si les deux sont au même endroit, ou une petite demi-heure si éventuellement celui qui fait l'acte laser n'est pas celui qui opère et s'il y a un transfert de patient. C'est très clairement une des questions en suspens. Je vais vous poser une question d'administrateur. Donc ça a l'air beaucoup mieux, c'est très cher. Est-ce que ça a été prouvé que c'est mieux? Prouvé, oui, mais avec des bénéfices qui sont plus théoriques que pratiques. En gros, on délivre moins d'énergie à l'intérieur de l'œil, mais on en délivre d'une autre manière. Un transfert d'énergie ultrasonique vers un transfert d'énergie par laser. Il est clair qu'on ne gagne pas en temps, on va gagner sur la reproductibilité d'un certain nombre de gestes. C'est-à-dire sur la précision de gestes qui, même entre les mains les plus entraînées, peuvent parfois avoir une petite part d'aléa. Le gain, il va être là. Alors il est, d'un côté, si on veut être pessimiste, on va dire, il est à la marge. Parce qu'entre les mains d'un chirurgien expérimenté, les gestes qui peuvent poser éventuellement un petit problème de reproductibilité sont quand même rarement problématiques. De l'autre côté, si l'on s'en tient à tous les développements technologiques dans le passé, chaque fois qu'une technique a apporté un avantage en termes de reproduction, de qualité, de sécurité, cette technologie l'a toujours emporté, même si elle était plus chère. On est au cœur de
Je me mets à la de place l'interrogation. du directeur de l'assistance publique qui va dire bon, les robots, vraiment, il n'a pas été prouvé que c'est mieux, votre technique qui est très chère n'arrive pas à me prouver que c'est mieux. Et voilà la difficulté pour faire passer effectivement les améliorations de ce type. Voilà. Fort heureusement, on a réussi à persuader le directeur des 15-20 avant qu'il se pose ce type de questions. Juste une petite question. Je n'ai peut-être pas bien suivi. En quoi c'est substitutif aux ultrasons pour la fragmentation ou la ballonisation du cristallin? Alors, ce n'est pas substitutif totalement, quoique. Alors, je n'ai pas entendu le moment où tu utilises les ultrasons. Voilà, alors les ultrasons, c'est une des dernières vidéos. En fait, les ultrasons, on va les utiliser de toute façon parce qu'on a besoin de pulvériser ce matériau et on a besoin de l'aspirer de toute façon. Donc, en fait, les ultrasons, c'est une pièce technique dans laquelle il y a à la fois une vibration et une aspiration. Donc, ça, on ne peut pas s'en passer. Ce qui se passe, c'est que plus on a fragmenté au départ, plus on a fait les petits morceaux de ce cristallin, moins on a besoin de faire de la vibration supplémentaire. Et on travaille actuellement sur un développement technique qui serait aspiration pure, après laser, sans avoir besoin de faire des vibrations ultrasoniques. Mais là, on revient à l'autre question. C'est-à-dire que ne pas vibrer, certes, c'est joli sur le papier, mais vu les faibles déperditions d'énergie qu'on utilise, c'est vrai que quelques secondes d'ultrasons ou pas, on est d'accord que ce n'est pas déterminant. Dans ce que vous montrez là, on a l'impression qu'on peut robotiser complètement l'intervention pratiquement. C'est-à-dire, vous le dites vous-même, c'est entièrement guidé par l'imagerie et au fond la machine est capable de presque tout faire. Non, parce qu'on va quand même garder, j'aime bien la comparaison avec l'avion. On a une très haute technologie autour d'une espèce de geste qui semble très simple entre le décollage et l'atterrissage, et un peu en amont et un peu en aval. Mais c'est quand même bien d'avoir un bon pilote dans l'avion, parce que des trous d'air, il peut y en avoir. Maintenant, c'est tout à fait... on pourrait très bien robotiser, c'est-à-dire que nous pourrions très bien nous déporter sur un poste de travail et commander l'appareillage. Malgré tout, il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est que dans d'autres chirurgies, il y a les pieds qui travaillent en même temps. On travaille vraiment avec les deux mains et les deux pieds. Donc nous pilotons la quantité d'énergie, les niveaux d'aspiration avec le pied. Et ça n'apparaît jamais sur les vidéos, mais sachez que c'est un paramètre important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas, merci.